Impérialisme et nazisme, pourquoi l'Afrique et les Africains sont divisés? Eh bien, impérialisme et nazisme, pourquoi l'Afrique et les Africains sont divisés? Nous nous interrogeons encore aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette autre édition de Parole aux panafricanistes. Vous êtes sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. C'est votre chaîne de télévision pour l'heure. Nous sommes sur les plateformes numériques, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Likez nos pages et surtout n'oubliez pas de partager au plus grand nombre dans les jours à venir. Si Dieu le veut bien, nous serons dans les ménages parce que vous êtes très nombreux à nous le demander. Bienvenue à toutes et à tous. À une époque où la colonisation n'est pas encore considérée comme un but en soi, la conférence de Berlin de 1884-1885 est le moment où les puissances coloniales européennes se sont réunies pour se partager le continent africain. C'est la première fois qu'une rencontre diplomatique européenne porte exclusivement sur la question de l'Afrique. Elle contribue à définir les règles communes pour de futures acquisitions territoriales par les pays d'Europe. Au XIXe siècle, les Européens sont présents sur les côtes africaines où ils ont établi des comptoirs de commerce. Les premières explorations à l'intérieur des terres commencent en empruntant justement les fleuves. Ces explorations sont motivées par des perspectives d'échanges commerciaux, de découvertes géographiques ou l'établissement de missions pour évangéliser les populations. Ce partage de l'Afrique s'est concrétisé par des traités signés entre voyageurs européens envoyés ou non par leur gouvernement et souverains africain. Dès lors, le plus vieux continent, le continent va être saucissonné, oui, le continent noir va être saucissonné selon le bon plaisir de l'Europe et de l'Occident. Tous les coups sont permis. Crimes inexplicables, génocide, meurtre à ciel ouvert, coupage de mains, de pieds, d'oreilles, crimes rituels, coupage de tête, déportation, versement de napalm et j'en passe. Toute cette horreur est utilisée pour établir la terreur, la peur et l'hégémonie occidentale qui considère que les Africains sont des animaux, si ce n'est pas des sous-hommes. Jusqu'à cette année 2022, et au moment où nous faisons cette émission le 29 novembre de l'an de grâce 2022, la peur règne. Car comment comprendre que lorsque les Maliens, les Burkinabés, les Centrafricains, les Nigériens, les Congolais ou au Nord Kivu se battent, les autres Africains regardent et ne disent absolument rien? Pourquoi ne pas entrer dans le combat? Pourquoi ne pas le soutenir? Tous les Africains sont concernés. Riches, pauvres, nous nous battons tous pour une Afrique libre et souveraine et tout le monde est attendu. Voilà pourquoi nous nous demandons encore. Impérialisme et nazisme, pourquoi l'Afrique et les Africains sont divisés? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le président Badakani. Avec nous encore cet après-midi. Oui, nous sommes dans l'après-midi et nous sommes là depuis ce matin. Président Badakani, bon après-midi, bienvenue à vous. Merci Jocelyn, merci d'avoir pensé que je pouvais encore être utile. Nous sommes sur Terre pour être utiles. Tous. Et cette utilité devient spirituelle, puissante, quand on a le concept spirituel de son utilité. Exactement. Je pense que moi et toi, on a essayé de comprendre ça. C'est pour ça que nous, on accepte de, on accepte de venir faire cette servitude, au sens noble du mot, la servitude, le service. Ouais, la service. Parce que pas que les gens prennent ça au premier degré. Vous savez que les gens ne connaissent pas encore ce qu'on appelle l'attitude du serviteur. Oui, tout à fait, bien sûr. C'est-à-dire que les gens prennent ça au premier degré. Alors, on est dans une vocation maintenant. On est dans une vocation. Donc, maintenant, c'est vocationnel. Et on est toujours... Ça nous fait plaisir. Qu'il pleuve ou qu'il neige, on est à notre poste. On est à notre poste et... Pour attendre l'accomplissement. On l'accomplit justement. L'accomplissement. Et oui, le serviteur est là pour servir et non pour être servi. C'est ça la différence. Ceux qui comprennent, j'espère qu'ils ont compris. Nous sommes à notre poste matin, midi et soir en attendant justement l'accomplissement de la prophétie. Impérialisme et nazisme, pourquoi l'Afrique et les Africains sont divisés? Je commence par là. Ça fait mal. Tout à l'heure, on a parlé d'un sujet, nous entrons dans un autre sujet, justement pour essayer d'éclairer la lanterne des uns et des autres. Pourquoi l'Afrique et les Africains sont divisés? Vous avez l'air de chercher les questions difficiles.
Mais c'était de me choisir pour être l'agneau de votre sacrifice. Non, vous n'êtes pas l'agneau du sacrifice. Vous avez été choisi pour ça. Alors. Vous et moi, nous savons pourquoi nous sommes là. Vous avez commencé par le dire. Et ça fait combien d'années déjà? Je pense que ça fait une bonne trentaine d'années. Longtemps. Voilà. Très longtemps. Oh, c'est beaucoup, hein? Oui, on est là. Beaucoup ne le savent pas. Ouais, beaucoup ne le savent pas. Ouais. Vous savez qu'ils ne savent pas que les choses spirituelles se font à la maison. On est là grâce à Dieu, au vrai Dieu. Et quand on peut lui rendre hommage, on le fait. Voilà. Rendre hommage au vrai Dieu, c'est aussi, c'est bien faire le travail et être à notre poste. Exactement. C'est ça aussi, rendre hommage au vrai Dieu. Non, la question est une question majeure. Peut-être même la plus majeure, à laquelle réponse permettrait de régler une bonne partie de nos problèmes. Je commencerai par dire ceci, Jocelyn. Nous n'avons pas suffisamment encore répondu à une question fondamentale. Pourquoi tout ce qui nous est arrivé nous est arrivé? Je répète. Puisque vous allez chercher les choses compliquées, vous nous poussez à aller loin. C'est-à-dire que la question, la problématique de la division de Saint-Gauss, je pense que le préalable pour l'aborder sereinement, en mettant de côté les émotions, le moralisme désuet et les bons sentiments, c'est de traiter sérieusement la question qui est celle-ci. Pourquoi ce qui nous est arrivé devait nous arriver? Si vous dites c'est dans l'ordre des choses, alors vous faites de nous les prisonniers de la loi fatale des cycles. Et vous donnez raison à Sarkozy qui dit que nous, on n'est pas entré dans l'histoire. Si vous privilégiez aussi la lecture des gens comme Sarkozy et les autres, qui justifient les situations des peuples par la supériorité d'une race qui est forte parce qu'elle est la gagnante du moment. Vous êtes léger. Vous êtes léger, vous êtes petit, vous êtes impérialiste. Vous êtes un vrai sauvage. Parce que là, vous essentialisez la domination et vous tombez dans le piège de la puissance pour la puissance. On connaît comment l'histoire règle ça. Oui. On connaît, vous êtes léger. Entre les deux postures, il faut privilégier ce qui nous semble la meilleure. Il faut pousser très loin la réflexion sur les causes, trouver les lois et prendre de bonnes décisions. Moi, j'appelle ça la méthode de la perspective historique. On prend un temps suffisamment long pour éviter des pièges, du présentisme et tous ses dérivés. On évite aussi le piège du passéisme. Le passéisme, s'enfermer dans le passé. On glorifie son passé au détriment de la capacité actuelle à faire quelque chose de bon. C'est un piège, c'est dangereux. Beaucoup d'Africains tombent dans ça. C'est même une forme de pathologie, hein, de maladie mentale. La perspective historique permet, Jocelyn Gauss, d'analyser suffisamment, d'accumuler le plus grand nombre de matériaux qui permettent de faire une bonne analyse et de prendre de bonnes décisions. À partir de ce moment-là, on regarde tout ce qui est arrivé, tout ce qui est passé, comme étant un faisceau de matériaux, de phénomènes factuels, qu'il faudra alors soumettre maintenant au bistouri de l'analyse, en toute conscience de cause, analyse consciente, que j'appelle le bistouri de l'esprit. Et on va séparer, on va épurer, on va dégager. Et on prend les bonnes décisions. On regarde devant, on regarde derrière, on prend les bonnes décisions pour avancer. Et maintenant, éviter que ce qui est arrivé ne se répète. Oui. Et maintenant, ouvrir la perspective, ne pas enfermer les perspectives. Ouvrir les perspectives en tenant compte de la loi du temps, là, le temps dans lequel on se trouve. On ne peut pas aujourd'hui, au XXIe siècle, avoir les perspectives villageoises, par exemple. Perspectives purement nationalistes, j'allais dire chauvinistes.
même purement continentaliste. Aujourd'hui, la loi du 21e siècle, c'est la loi de la globalité. Vous n'avez pas le choix, ça s'impose à vous. Tout le mouvement de l'histoire de l'humanité nous amène à là. Et il faut bien lire le livre majeur de Cheikh Anta Diop, un livre de synthèse, sur au barbarie. Quand il fait la conclusion, il faut voir ce qu'il dit. Je pense que c'est ça la lucidité historique. Et il va convoquer un volume à Cheikh Anta. Il va dire une notion logique nouvelle. Il appelle ça la disponibilité logique. La disponibilité. Ça demande une ouverture. La disponibilité. Une ouverture. Il faut être ouvert. Il faut ouvrir ses perspectives logiques. Il faut les ouvrir. Parce que c'est la loi de notre temps. Et comme ça, vous êtes à mesure d'embrasser la connaissance et cette exigence, n'est-ce pas? Et maintenant, comme j'ai dit, prendre les bonnes décisions pour l'homme africain, mais surtout pour l'espèce humaine. C'est cela dont il est question. Aujourd'hui, il est difficile de se libérer sans libérer l'espèce humaine. Parce que ce qui rend compliqué la tête, c'est justement le fait qu'il y a confusion, il y a une fusion désormais entre nos identités particulières et l'identité spéciale de l'espèce humaine. Ceux qui vont réussir à bien maîtriser ces exigences-là, je pense que vont mieux s'en sortir. Voilà. Donc, quand j'ai dit ça, je tente de poser le sujet. À partir de là, moi, je peux vous répondre calmement. Jocelyn Goss, la division que nous vivons est même normale. Du point de vue de la perspective historique, elle est normale. Si vous entrez, voyagez profondément dans l'univers que je vous ai dit au départ, à savoir l'univers de la recherche, de comprendre pourquoi ce qui nous est arrivé est arrivé. Quand vous entrez en profondeur là-dedans, je dis bien en profondeur, vous allez comprendre que cette vision-là était nécessaire, inévitable. Parce que je sais, le type de division-là dont nous parlons est souvent la nécessaire rançon de la défaite historique. L'Afrique a chuté. L'Afrique est tombée. Il ne faut pas avoir peur des mots, il ne faut pas se gargariser. L'Afrique est tombée. C'est un fait. Si on dit le fait, là, on est dans les sentiments. L'Afrique est tombée. C'est pour ça qu'on a connu l'esclavage. Quand vous êtes au sommet de votre gloire, on ne vous esclavagise pas, non? Du tout. Et alors, c'est pour ça qu'on a connu la colonisation. C'est pour ça qu'on a connu le néocolonialisme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans la recolonisation globalisée. Donc tout ça, c'est parce que l'Afrique est tombée. L'Afrique est tombée. Quand vous tombez, la conséquence de la division, parce que ce que vous avez uni hier, avant de tomber, n'a plus son centre commandeur. Le centre commandeur qui justifiait la discipline des particularités est tombé. Dès qu'il est tombé, mais la norme, c'est que les particularismes, les particularités, n'est-ce pas, reprennent, n'est-ce pas, leur autonomie et cherchent à s'exprimer en tant que telles. C'est normal. Vous ne pouvez rien contre ça. Vous ne pouvez rien contre ça. Donc, c'est en train de se passer. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que, avec ce que j'ai dit, avec l'accumulation des connaissances sur nous-mêmes, le temps long de notre histoire, on sait aujourd'hui qui est en train de manœuvrer pour essentialiser cette division. Je ne parle plus de lui. Nous avons traité ça dans notre sujet. Maintenant, quand je regarde ça, en ayant intégré lui, je dis maintenant que oui, c'était normal et compréhensible. Nous avons les moyens maintenant de dépasser, de surpasser. Donc, il faut d'abord partir de cette base de sérénité en termes de compréhension scientifique du phénomène pour mieux définir les perspectives. Donc cette division-là, elle est normale. Là où elle n'est pas normale, c'est le fait que maintenant, cette division produise des classes sociales, des classes historiques dont le travail est de perpétuer ces divisions. De les perpétuer pour des finalités domestiques, au service du maître, au service de l'ennemi. C'est pour ça qu'il faut combattre ça. C'est en cela qu'il faut combattre ça. Soyons concrets. C'est-à-dire que si sur le plan historique c'est normal, c'était inévitable, sur le plan de la vie que nous menons, on n'accepte pas le comportement des gens comme les Ouattara. On n'accepte pas l'attitude des endocolons.
C'est-à-dire des gens qui, au niveau local, à cause de leurs petits intérêts, à cause de leur situation personnelle, à cause de leur ego, maintiennent le continent dans les chaînes, pourvu qu'eux, ils s'enrichissent. C'est ce que nous appelons l'endocolonat. L'endocolonat est pathologique et pervers, parce que lui peut même aller jusqu'à l'endocolonat, il peut aller jusqu'à quand même le blanc est battu. C'est l'endocolonat, lui, qui va, parce qu'il veut se maintenir, qui va créer les conditions même de la renaissance même de la domination de l'ennemi. Il faut bien tenir compte de ça. C'est une loi de l'endocolonat qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que quand l'ennemi principal est même battu, mais l'endocolon là, parce qu'il veut survivre par tous les moyens, est prêt à tout. Quitte à créer les conditions pour que le rapport de force devienne à la faveur de l'ennemi. L'Occident en question. Vous voyez, M. Ouattara, pour contrôler le pouvoir, regardez là où il est prêt à aller. Vous voyez à quel niveau il est prêt à aller? Parce qu'il veut conserver le pouvoir. C'est son intérêt qui est en jeu. Dans une dégénérescence en termes existentiels, à tout point de vue, il va même créer les conditions pour que, par exemple, si la France doit être battue en Côte d'Ivoire, que la France soit battue. Parce que c'est lui qui crée les conditions. Tellement il veut maintenir son pouvoir et puis toute sa clientèle, la clientèle qui va avec. Vous allez donc voir que l'action de ce bloc réactionnaire endocolonial, n'est-ce pas, leur action historique va consister justement à créer les conditions pour que jamais la France ne perde. Parce que si la France perd, et elle perd, leur classe va disparaître. C'est le combat, c'est la guerre que nous avons envers tous les pro-occidentaux sur le continent. C'est-à-dire qu'ils font tout pour soutenir la France. Même à trouver les pouces sur nos têtes quand il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, ils vont le trouver, ils vont les poser. Parce que c'est une affaire de vie et de mort pour eux. Prenez le phénomène de l'analyse de notre rapport à la Russie. Regardez à quel niveau ils s'en vont. Le dernier phénomène qu'on appelait Kherson. La Russie abandonne Kherson. Quelqu'un vient trouver un endroit abandonné, il dit que c'est une victoire militaire. La propagande occidentale, qui depuis fait une guerre d'opinion, pas une guerre militaire réelle, parce qu'elle ne peut pas faire la guerre militaire réellement parlant, fait la publicité autour de Kherson, que c'est une victoire militaire, militaire ukrainienne, machin, qu'on sort. Allez dans les réseaux sociaux, vous allez voir les pro-africains, pro-impérialistes. Ils ont récupéré ça pour dire que voilà votre Russie. Hein, ça ne vaut rien militairement, ils ne valent rien. Ils sont pleins dans les réseaux sociaux. Je connais même leur nom, mais je ne fais pas l'importance de leur citer. Mais quand ils disent ça, qu'est-ce qu'ils masquent derrière leur logorée? Ils masquent quoi derrière leurs affabulations? C'est les intérêts personnels, les intérêts de classe. C'est-à-dire qu'un ensemble de profits matériels, davantage civilisationnels, n'est-ce pas, qu'on va masquer derrière une phraseologie qu'on va l'emprunter aux Français et aux Occidentaux pour faire mieux qu'eux-mêmes. Quelques temps après, ils se sont rendus compte que, en fait, c'était un même piège. Quand les chefs d'état-major américains commençaient à dire que la guerre, si on ne peut pas la gagner, que les Ukrainiens ne peuvent pas gagner, ils sont allés se cacher, ils ne parlaient plus. Vous voyez, ils ne parlaient plus. Mais ils n'ont pas fait meilleur culpa. Ils ne peuvent pas. En tout cas, ils vont continuer à diaboliser la Russie, à lui prêter un impérialisme fictif. Il y a même le caractère scientifique du mot impérialiste. Il faut trouver, on ne dit pas le mot impérialiste à n'importe qui, on n'attribue pas ça à n'importe qui. Il y a un rapport concret entre l'impérialisme et le mode de production capitaliste. Si vous voulez me qualifier, si vous voulez partir des contextes pré-capitalistes pour parler d'impérialisme, c'est pas ce que la Russie est en train de faire. Mais on trouve quand même le courage de le faire parce qu'on reprend Macron, qui lui-même ne peut dire que des idioties. Mais on reprend Macron. La Russie mène une guerre hybride. La Russie, c'est un impérialisme hybride. Tu ne sais même pas ce que le gars met la hybride. Alors que l'hybride, c'est les maîtres de la guerre hybride. Mais les gars vont reprendre. Pourquoi? Parce qu'ils sont entraînés dans le jeu de cette division historique qui est en fait basée sur les avantages qu'on gagne. Pendant l'esclavage, les Africains qui, à un moment donné, se sont mis à servir le maître esclave blanc en lui fournissant leurs frères. Et c'est pourquoi? C'est parce que ça leur apportait de l'argent. Ça leur apportait de la sécurité en se mettant du côté du plus fort du moment. Voilà. Ils refusaient de se battre. Il fallait donc justifier leur refus
par toutes sortes de trucs. Ils vont maudire leurs frères, dire qu'ils ne sont pas réalistes, qu'ils sont des extrémistes. Ils vont trouver toutes sortes de formules pour maudire ceux qui résistent. Mais derrière, il y a quoi? Il y a les gains. Je suis en train de vouloir vous dire que si se rendent même compte très vite que leur ancien parrain ne peut plus rien faire pour eux, et qu'en face, il y a la possibilité d'avoir des gains, ils deviennent opportunistes. C'est-à-dire, ils traversent le pont sans état d'âme. Ils vont commencer à tenir des discours qui sont contraires à ce qu'ils disaient hier. C'est ça le phénomène. Et il faut l'analyser comme ça. Il faut analyser les conditions de l'apparition d'un phénomène. Il ne faut pas seulement analyser le phénomène tel que tu le vois. Analyse les conditions d'apparition d'un phénomène. Et tu vas comprendre ses lois. Et tu ne te déranges plus. Donc, comprends ça. Donc je donne un caractère concret à l'affaire. Pour qu'on ne dramatise pas ce qu'il faut aborder normalement. Il faut aborder ça par la connaissance. Exact. Il faut aborder ça par la science. Ouais, pour ne pas se limiter à voir le phénomène tel qu'il apparaît factuellement, à voir ce qu'il est intrinsèquement, ce qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Si on se limite à la gesticulation des Africains là, qui s'agitent là, qui font de la guerre contre d'autres Africains, le moteur de leur vie. Si on ne voit pas ce qu'ils gagnent, si on ne voit pas les conditions de leur vie au quotidien, si on ne voit pas les avantages qu'ils ont du côté de l'ennemi, si on ne voit pas l'aliénation mentale, le fait qu'à force de manger les mains de l'ennemi, ils ont perdu toute capacité autonome d'analyse. Si on ne voit pas les appartenances secrètes à certaines associations, à certains réseaux ésotériques, religieux, tout ce que vous voulez. Oui. Si on ne voit pas ça, si on ne voit pas la dépendance matérielle en termes de train de vie qu'on mène, vous ne voyez pas ça. Vous allez vous limiter à dire que là, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Non, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que quand vous dégagez, quand vous regardez au-delà de ce qui est devant vous factuellement, n'est-ce pas? Vous voyez que ces choses-là, on peut les défaire. Par une action résolue sur le plan historique. C'est ce que font les panafricanistes. C'est ce qui a été fait hier avant nous, Jocelyn. Et qui nous sert d'inspiration. En fait, nous sommes les héritiers d'un capital, Jocelyn Goff. Vous savez, si vous analysez, si vous accumulez, et vous additionnez tous ceux qui ont combattu depuis que la fête a commencé. À l'origine, hein, à nous aujourd'hui, vous voyez que nous sommes majoritaires. Oui. Nous sommes majoritaires. À tout point de vue. Hein. À tout point de vue. Mais si vous vous limitez à vous seulement aujourd'hui, vous pouvez être frappé par le complexe de la minorité. Le découragement va vous saisir. Mais si vous regardez l'avenir, et vous regardez comment l'histoire a évolué, l'histoire générale de l'humanité, non, l'optimisme n'est pas béat. Vous allez voir que ceux qui dominent le monde sur la base du crime, du mal, du mensonge, chutent toujours. Leur domination est provisoire. Et que quand ils arrivent au sommet de leur domination, la chute est proche. Mais vous êtes forts. Vous avez la rage de combattre. Vous ne vous attardez pas sur les petits agités là, les petits traîtres là, les diviseurs là. Vous êtes... Non, parce que leur quotient, le résultat est connu. On connaît leur résultat. Donc vous avancez. C'est ce que font les panafricanistes. Vous foncez. Rien ne va nous arrêter. Parler matin, midi, soir, pleurer sur le supposé impérialisme russe. Nous, on n'écoute pas ça. On avance. On avance, parce que c'est comme ça que l'histoire on avance. Et votre chute est là, parce que vous-même, vous êtes des héritiers de ceux qui ont chuté hier. Vous êtes des héritiers. Et hier, quand vous héritiez de la chute des autres, vous n'étiez pas si fort, vous n'étiez pas fort. Vous les devez par la foi dans l'histoire, par le courage. C'est ça. Donc, quand vous voyez tout ça, vous regardez de haut. Ce qui paraît être un obstacle insurmontable, vous regardez ça de haut. C'est comme ça qu'il faut analyser ça, tout à fait. Et du coup, donc, la division, là, peut devenir un atout. Ah, vous voyez à quel niveau on arrive, non? Au bout de l'analyse. La division, là, peut devenir un atout. On peut même capitaliser dessus pour être encore plus fort. Pourvu qu'on comprenne les principes supérieurs de l'organisation.
C'est ça qui est le plus important. Le principe supérieur de l'organisation, le principe supérieur de la vocation, du sacerdoce, de la capacité à donner sa vie en rançon pour les autres. Là, tu comprends très bien ce que je suis en train de dire. La capacité à ne pas mettre en avant ses intérêts personnels. Quand vous travaillez ces choses-là dans un combat, vous allez doper les lois de l'avant-gardisme. Vous allez doper ça. Et je vous assure, vous allez changer le monde. Regardez tous les révolutionnaires dans l'histoire. Ils n'étaient pas nombreux au commencement. Du tout. Jocelyn n'était pas nombreux à l'arrivée. Du tout. Nous sommes tous d'accord avec ça. Je vous dis, les Castro pour prendre le pouvoir. À la Havane, ils étaient combien à la fin? Combien? Quand Lénine prend le pouvoir, là, Lénine, là, les bolcheviks russes, là, avant la révolution russe, il était en Suisse. Il sait combien qu'ils faisaient leur congrès. Ça vous surprend? Il n'était pas 10, hein? Les congrès révolutionnaires que Lénine a tenus en Suisse, il n'était pas 10. La longue marche de Mao Tse-tung, à l'arrivée, ils étaient combien? Mais au commencement, qu'il fallait penser la marche, ce n'est jamais une foule. Si à la foule, vous ne le pensez pas, parce que la foule, c'est la grégarité, vous ne le pensez pas. Pour penser, il faut une minorité. Il faut une minorité avant-gardiste, une minorité au départ. À la fin, là, c'est une minorité qui va arriver. Parce que Oumyobé disait que la révolution, c'est comme un train. À chaque gare, il y a les gens qui montent, d'autres qui descendent. À la fin, la somme est connue. On voit la somme. Eux-mêmes, ils étaient 11 ce soir-là. Bon, très bien. Le 10 avril 1940. Mais très bien. Quelque part là-bas, à Nobel, non? En Dogbati. Alors, ils étaient là-bas pour créer cette affaire. Ils n'étaient pas la foule nombreuse qui vont, Ils étaient juste 11. qui vont entraîner un moment donné du combat. Et il n'était pas le nombre qui va rester à la fin de la lutte. Mais le nombre là, qui est resté petit, si on prend le cas de Oumyobé, la révolution camerounaise, nous a produit, moi et toi aujourd'hui, Oui. mais a battu le temps, a vaincu l'épreuve du temps. Exactement. Parce que c'est resté dans nos mémoires. Ça féconde des familles. Les gens racontent ça sur l'arbre à parable le soir dans les villages. C'est quelque chose, c'est tellement puissant que rien ne peut arrêter. Arrêtez ça. Mais est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est-à-dire pourquoi on ne s'attarde pas sur des bêtises qu'on nous met devant là. Rien ne peut arrêter ça. Je suis un gosse. Et même si moi et toi là, nous ne sommes plus là aujourd'hui, mais on est heureux là. Parce que nous connaissons la puissance. Exactement. N'est-ce pas? De cet être historique là, qui vient de ce que rien ne peut maintenir les Africains sur le joug pour l'éternité. Rien. Parce que la loi cosmique n'accepte pas ça. Et le jour où nous avons commencé, nous n'étions que 2. Mais alors, vous vous rendez compte? Aujourd'hui, on est combien? Allez savoir. La même loi. Fin... Vous voyez la même loi? Mais pourquoi on était 2? Parce qu'on voulait éviter la loi de la division. Exactement. On voulait éviter les divisions. Parce qu'on connaissait cette affaire. On a compris que si on est déjà 30, 100, 200, c'est plus une révolution, c'est fini, arrêtez. Vous serez infiltrés, vous serez, il y aura la division. La division. Non, c'est un noyau. C'est un noyau. Le principe scientifique du noyau, c'est un noyau qui concentre des forces. Qui concentre des forces. Il concentre des forces. Les forces qu'il puise dans l'histoire le plus lointain. Les forces qu'il va les puiser dans les cosmogonies, dans les lois du cosmos, chez le vrai Dieu là-bas. Vous concentrez ça. Vous êtes puissant et vous allez créer une capacité de gravitation autour de vous, un rayonnement tel que ça va attirer. Ça va attirer. Et souvent, ça va obliger à un moment donné. Ça va obliger. C'est comme ça qu'on devient puissant. Pourvu qu'après qu'on n'oublie pas d'où on est parti. Et on n'oubliera jamais. Qu'on n'oublie pas ce qui nous a motivés. Motivé. En rester humble. Merci à vous, Président Badakali, d'avoir été des nôtres aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie, Joseph. Mesdames, Messieurs, tout ce qui nous arrive doit et devait forcément nous arriver, car si cela n'arrivait pas, cela ne devait pas être notre histoire. Mais nous savons tous que nous sommes sur la terre pour les autres. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Passez une agréable journée.